bonjour à tous et merci beaucoup de vous être connectés aussi nombreux aujourd'hui à ce webinaire qui est relatif aux analyses d'impact relatifs à la protection des données et qui a pour titre « Maîtriser vos AIPD », point d'exclamation. Lorsque j'ai lu le titre, moi qui ne suis pas un grand spécialiste de la protection des données, je me suis demandé pourquoi ce point d'exclamation. Est-ce qu'on nous gronde? Est-ce qu'on nous fait une injonction? Est-ce qu'on nous fait un reproche? Et qu'est-ce donc que les AIPD? En fait, évidemment, l'idée n'est pas de faire de quelconque injonction ou reproche à qui que ce soit, mais d'inviter, de vous inviter, de nous inviter tous à prendre en compte l'importance qu'il y a à protéger nos données, non seulement pour les citoyens que nous sommes, mais également pour les entreprises que vous pouvez être. Et AIPD, l'acronyme m'était inconnu, donc c'est Analyse d'impact relative à la protection des données. C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui. Un sujet qui peut paraître comme ça réservé à quelques spécialistes, mais qui en fait, on me l'a expliqué, et je pense que je vais encore mieux le comprendre avec ce webinaire, concerne en réalité toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, dès lors qu'elles traitent des données, ce qui est le cas de désormais tout le monde. Donc un webinaire organisé par notre cabinet, Klein Wenner. Toute petite présentation de Klein Wenner, que vous ne connaissez peut-être pas. C'est un cabinet récent, un cabinet qui a été créé dans sa structure actuelle début avril de cette année, donc il y a 3 mois, mais qui est la résultante de la jonction des forces de deux structures qui, elles, sont très anciennes. Le cabinet KGA Avocat, pour Klein, qui a été créé au début des années 70, le cabinet Wenner, qui lui a été créé dans les années 60, et aujourd'hui, Klein Wenner, donc la conjonction de ces deux structures, c'est 45 avocats qui couvrent l'intégralité des champs d'activité d'une entreprise, dont évidemment la problématique des data, du numérique, c'est donc le département qui organise le webinaire du jour. Ce département comprend 5 personnes, 5 avocats. Vous avez leurs visages qui viennent de s'afficher à l'écran. 3 d'entre eux seront présents aujourd'hui et vous feront part de leur expertise sur le sujet. Pour ce qui me concerne, très rapidement, moi je ne fais donc pas partie du département IP-IT. Je suis en charge de des problématiques de droit commercial, donc tout ce qui est relatif à la vente et à la commercialisation des produits et des services de nos clients. Ce qui, dans le cadre de mon activité, évidemment, j'ai affaire à des questions de données, de protection des données. J'ai eu le plaisir de me charger de RGPD et j'ai encore un plaisir plus grand de le confier désormais à l'équipe IP-IT, parce que ce sont des sujets qui nécessitent quand même une expertise sérieuse qu'au bout d'un moment, je ne pouvais plus avoir. Donc aujourd'hui, participeront à ce webinaire 3 membres du département IP-IT. Dans l'ordre d'apparition, Mathieu Bourgeois, Laurent Badiane et Sophie de Kermangui. Mathieu va vous présenter, vous expliquer de quoi il s'agit, ce que sont ces AIPD. Laurent va vous faire part du champ d'application de cette réglementation et de ces dispositions, avant que Sophie vienne faire des présentations pratiques de mise en application de ces dispositions. Nous avons également le plaisir d'avoir avec nous aujourd'hui, et nous les remercions vraiment très chaleureusement, 2 intervenants extérieurs. Stéphane Gallois, qui est directeur marketing de la société Infotep, qui est une société d'édition et de conseil de logiciels spécialisée notamment dans la protection des données, et qui est un partenaire de longue date de l'équipe IP-IT de notre cabinet, et Madame Aurélie Banque, qui est Head of DPO de Europcar, la société bien connue de location de véhicules. Tous les deux nous feront part de leur avis et de leur expérience de prestataires professionnels externes pour nous indiquer quel est leur regard et quelle est leur pratique de ces AIPD. Voilà, j'en ai terminé avec cette introduction en vous indiquant que vous avez toujours la possibilité de nous poser des questions grâce à l'onglet que vous trouvez à la droite de votre écran. Nous y répondrons très vraisemblablement à la fin plutôt qu'au cours de la présentation. Enfin,
on verra comment on va faire, mais a priori, ce sera plutôt à la fin. Si jamais nous n'avions pas le temps ou si jamais il y avait trop de questions, nous ne manquerons pas de toute façon d'y répondre ultérieurement, soit par mail, soit à l'occasion d'un entretien téléphonique. Voilà. Je laisse tout de suite donc maintenant la parole à Mathieu. Bon webinaire. Merci beaucoup Jean-François. Bonjour à tous. Voilà. Alors, le champ d'application, pardon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une analyse d'impact relative à la protection des données? Alors d'abord, d'où vient plus exactement cette notion et cette analyse d'impact? En fait, elle ne vient pas de nulle part. Elle vient d'une lente prise de conscience sur les répercussions du numérique. Et sur ce terrain-là, en Europe, nous sommes en vérité précurseurs. Nous, sur le vieux continent, nous avons connu, avant les États-Unis et avant l'Asie, les traumatismes liés à l'usage des technologies mises au service de projets idéologiques. Pour l'un des plus anciens d'entre eux, un des plus grands, l'un des premiers, entre guillemets, scandales du fichage en France, ça a été l'affaire des fiches. En 1904, en pleine affaire Dreyfus, les députés ont découvert qu'au sein de l'armée, il y avait eu un dispositif de fichage littéral des membres de l'état-major pour savoir qui était pro et qui était anti-Dreyfusard. Donc, ça a déclenché un scandale médiatique à l'époque qui a été d'une certaine manière la première sur le sujet du fichage. Mais évidemment, à l'époque, il n'y avait pas encore d'informatique. Il y avait simplement des fiches manuelles. Et puis, avec l'arrivée de la mécanique et surtout de l'informatique balbutiant au début de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu bien sûr ce traumatisme du fichage des populations pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, ces deux grands traumatismes ont donné à l'Europe une forme de maturité et une avance de ce point de vue-là sur les autres continents. Et c'est la raison pour laquelle nous nous distinguons, nous, en Europe, et nous avons une certaine prudence, nous cultivons une certaine prudence à l'égard de la technologie qui, si elle est aveugle, peut être utilisée sans discernement. Et c'est vrai que ce courant, cette maturité a été nourrie par des intellectuels, comme par exemple le sociologue Jacques Ellul, qui d'ailleurs paradoxalement est très enseigné en Amérique et très peu en France, encore trop peu, même si il devient connu maintenant. Et c'est un des premiers à avoir dénoncé, à avoir plus exactement mis en garde contre les dangers de l'illusion technologique. La technologie ne fait pas que libérer, elle peut emprisonner et elle peut avoir des effets néfastes. Donc, avant de mettre en œuvre un projet technologique, il faut en mesurer l'impact. Et l'impact, c'est exactement justement le terme qui est employé par le règlement général sur la protection des données, l'analyse d'impact relative à la protection des données. Alors, dans le RGPD, texte que je ne vous présente plus, qui est entré en vigueur il y a maintenant 3 ans, le 25 mai 2018, eh bien, c'est cette nouveauté qui a été instaurée, c'est-à-dire que la technologie numérique, quand elle génère des risques élevés pour les personnes, c'est-à-dire pour les droits fondamentaux des personnes, eh bien, doit donner lieu à une analyse, c'est-à-dire un document tout à fait formalisé, où sont mis en balance les risques et les garanties pour contrebalancer justement ces risques. Donc, l'analyse d'impact, c'est non seulement une obligation légale, c'est-à-dire c'est un outil, ce qu'on appelle d'accountability, c'est-à-dire de démonstration de la conformité. Donc, c'est une obligation dans certains cas, vous verrez lesquels, Laurent Badian les exposera, mais c'est aussi un outil de gestion des risques. Alors, les concepts clés, puisque Sophie de Kermanguil vous présentera une illustration pratique. Mais pour comprendre l'illustration pratique, il faut maîtriser quelques concepts clés. En fait, l'analyse d'impact mesure le risque de la mise en œuvre d'un traitement de données personnelles sur les personnes. Il y a 2 idées, il y a 2 concepts clés. D'abord, il faut partir de l'événement redouté. L'événement redouté, c'est l'événement que, par exemple, que l'on souhaite éviter. Je vous donne un exemple concret et récent. La perte totale des données qu'a subi, par exemple, la société OVH avec un incendie que vous avez tous entendu, dont vous avez tous entendu parler certainement. Et puis, il peut y avoir bien sûr d'autres événements redoutés comme la perte de confidentialité de données, la fuite de données par exemple, ou encore la déformation de données à l'occasion d'un virus. Donc on part d'un événement redouté. Et puis on voit pas les slides. Attendez, je vois qu'on ne voit pas les slides à l'écran. D'accord. Excusez-moi, je vais repartager l'écran. Je croyais l'avoir fait, mais je vais repartager. Faut pas hésiter à me prévenir. On est comme en radio, on peut tout à fait se prévenir. Alors, attendez. Est-ce que on voit mes slides?
OK. Donc, pardon de ne pas avoir vu mes slides, de ne pas avoir montré mes slides. Donc, maintenant, je crois que tout est réglé. Voilà, c'est bon. Merci beaucoup. Donc on part d'un événement redouté, qui est donc l'événement, j'ai envie de dire, de conséquence. Et puis, on remonte. Et vous voyez, sur le slide, il y a marqué, c'est le 1, il y a marqué événement redouté. C'est ça, le concept clé. On essaye d'imaginer ce qui peut être redouté. Et ensuite, on va aller trouver l'événement causal. C'est ce qui est marqué, c'est l'événement qui est sous le point 3, la menace. Donc, la menace, c'est la cause de l'événement redouté. Donc, on essaye d'imaginer quelles peuvent être les menaces. Et ces menaces-là, on va en fait en évaluer le risque. Alors, les événements redoutés, je vous les ai présentés. Il y a la destruction, la perte de disponibilité de données. Donc, la destruction, vous voyez, c'est ce qui est à droite. Il y a l'accès illégitime, c'est ce qui est en haut. Vous voyez, c'est la perte de confidentialité. Et puis, ce qui est à gauche, c'est la perte d'intégrité, c'est-à-dire la modification non autorisée des données. Alors, une fois qu'on a identifié les événements redoutés, on va s'intéresser en fait à la menace. Donc la menace, c'est la source qui peut causer, si vous voulez, cet événement redouté. Et cette menace-là, soyons très clairs, ces menaces-là ne sont pas toutes sur le même niveau de risque. Et pour mesurer le niveau de risque d'une menace, on va mesurer la gravité de l'événement redouté, c'est-à-dire que si l'événement redouté survient, est-ce que c'est grave ou est-ce que c'est peu grave? Donc c'est ça le sujet. Alors on va mesurer la gravité et puis on va mesurer la vraisemblance. Alors la vraisemblance ne va pas être mesurée sur l'événement redouté, elle va être mesurée sur la source, c'est-à-dire la menace. Vous comprenez? Donc la gravité, c'est la conséquence, la vraisemblance, c'est la cause. On va voir si la cause est vraisemblable d'une certaine manière ou ne l'est pas. Alors il est évident qu'il y a des causes il y a des sources de menaces qui sont très peu vraisemblables. Si vous êtes par exemple une petite entreprise qui est peu visible, peu exposée médiatiquement, il y a a priori peu de vraisemblance pour que des grands concurrents des États étrangers ou des activistes s'attaquent à vous. C'est beaucoup plus vraisemblable en revanche si vous êtes extrêmement exposé médiatiquement ou si vous êtes exposé politiquement. Mais par contre, il est clair que si à l'intérieur de votre organisation, il y a un conflit social latent, où il y a par exemple un salarié dont la séparation s'est mal passée et qui a un certain nombre de compétences informatiques, alors il est vraisemblable, il n'est pas invraisemblable d'imaginer qu'il peut y avoir une source de menace via cet ancien salarié qui a été conduit et dont le départ s'est mal passé. Donc vous voyez, le niveau de vraisemblance et le niveau de gravité s'apprécie in concreto, c'est-à-dire qu'il faut connaître parfaitement l'organisation et il faut absolument connaître le contexte du traitement. C'est pour ça qu'une analyse d'impact ne peut pas se faire à l'aveugle et ne peut pas non plus s'externaliser totalement. Vous pouvez bien entendu, et d'ailleurs vous devez dans un certain nombre de cas vous faire assister par des experts, mais il ne faut jamais oublier d'impliquer certaines personnes à l'intérieur de votre organisation pour qu'ils puissent nourrir d'éléments de contexte les auteurs de l'analyse d'impact. Voilà. Et à la fin de l'analyse d'impact, en réalité, vous concluez, il y a une sorte de conclusion générale, vous concluez à un risque élevé ou pas en fonction de cette combinaison gravité-vraisemblance et en fonction de ce niveau de risque, il peut être élevé, il peut être faible, il peut être résiduel, il y a toute une gradation, eh bien vous mettez des mesures, des contre-mesures pour contrebalancer ce niveau de risque. Et si à l'issue de cet exercice, vous considérez qu'il reste un risque qui est trop élevé, alors normalement, dit le RGPD, vous ne devez pas mettre en œuvre le traitement et vous devez, dit le RGPD, consulter la CNIL. En vérité, le bon conseil dans ce cas-là à donner, c'est pas nécessairement de consulter la CNIL, c'est surtout de chercher de nouvelles mesures pour réduire davantage le risque et pour arriver à un niveau acceptable. Voilà. Et pour terminer, avant de passer la parole à Laurent sur le champ d'application, une analyse d'impact ne se fait pas à la cantonade et ne se fait pas entre quelques petites réunions. C'est un travail assez conséquent. C'est un document qui est construit en 4 morceaux. Il faut décrire les opérations de traitement, les décrire convenablement. Il faut ensuite évaluer la licéité du traitement, c'est-à-dire en fait son fondement juridique et sa proportionnalité, puisque vous savez que le RGPD exige de trouver une base légale au traitement et de démontrer la proportionnalité du traitement par rapport à ses finalités. 3e morceau, il faut évaluer
Les risques, en fait, ça équivaut à évaluer, à identifier les menaces et à les noter en fonction des facteurs de vraisemblance, ainsi que les événements redoutés, et à les noter en fonction du facteur de gravité. Et enfin, quatrième morceau, de décrire des mesures pour faire face aux risques. Et à l'issue de ces 4 étapes, vous concluez en principe que le traitement peut être mis en œuvre. Merci Mathieu. Voilà, Laurent, je débranche juste mon micro. Donc maintenant que vous savez quels sont les concepts afférents à l'AIPD et son contenu, on va s'interroger sur son champ d'application, à savoir les hypothèses dans lesquelles une AIPD est obligatoire, les hypothèses dans lesquelles elle ne l'est pas, et les sanctions qui sont encourues en cas de défaut de réalisation d'un tel outil de conformité. Donc, dans quelles conditions l'AIPD n'est pas obligatoire? Elle n'est pas obligatoire dans plusieurs cas. Déjà, tout d'abord, lorsque le traitement concerné figure sur une liste éditée par la CNIL après consultation du CEPD. Tel est le cas notamment des traitements qui sont mis en œuvre uniquement à des fins de ressources humaines pour les seules gestions du personnel des organismes qui emploient moins de 250 personnes, à l'exception du recours au profilage. Ainsi, tous les traitements qui permettent la gestion de la paye, l'émission de bulletins de paye, le remboursement des frais professionnels ne sont pas soumis à AIPD. On nous dit également que les traitements qui ne présentent pas un risque élevé pour les droits et libertés fondamentaux des personnes, eux aussi sont exclus de l'AIPD. Et là, on pense aux traitements relatifs notamment à la gestion, la relation des fournisseurs. On voit bien que lorsqu'on met en œuvre un tel traitement pour effectuer des opérations administratives qui sont liées au contrat, aux commandes, aux réceptions et à l'émission de factures, on voit bien que là, que les risques pour les droits et libertés fondamentaux sont mineurs. Après, on nous dit également que lorsque la nature, la portée, le contexte et la finalité du traitement engagé est très similaire à un traitement qui a déjà fait l'objet d'une AIPD. Donc, ce qui veut dire que lorsque vous avez réalisé déjà une AIPD dans votre organisme pour un traitement qui aurait peut-être trait à la biométrie, si vous avez à mettre en œuvre un traitement qui présenterait les mêmes finalités que celle de la biométrie, vous en serez dispensé. Enfin, dernière hypothèse dans laquelle l'AIPD n'est pas soumise à obligation, ce sont les traitements en fait, qui sont nécessaires dans l'exercice d'une mission de service public, sous réserve, et là il y a 3 conditions à vérifier, c'est qu'il y ait une base légale dans le droit de l'Union européenne ou dans le droit de l'État membre, donc là en l'occurrence ça serait la France, que ce droit réglemente une opération de traitement, et enfin qu'une AIPD ait déjà été mise en œuvre sur le fondement de cette base légale. Donc vous voyez bien, pour les cas de dispense, il faut toujours s'interroger, et comme le disait Mathieu, ce n'est pas quelque chose que l'on fait sans l'aide de personnes qui sont là pour vous assister. Dans quelles hypothèses maintenant, et c'est ce qui vous intéresse plus particulièrement, une AIPD est obligatoire? L'AIPD est obligatoire si elle figure dans une liste de traitements éditée par la CNIL qui n'est pas exhaustive. Donc, ce n'est pas parce que votre traitement ne figurait pas dans cette liste-là que vous en serez dispensé. D'accord ? Donc, parmi les traitements qui sont listés par la CNIL, nous avons les traitements qui ont pour finalité une surveillance de l'activité des salariés. Donc, tous les systèmes de surveillance de salariés sont soumis à IPD. Pareil, autre traitement qui est soumis à IPD en fonction de la liste édictée par la CNIL, ce sont tous les traitements qui concernent les procédures d'alerte. Donc, si dans votre organisme, vous utilisez des traitements de whistleblowing, vous devez réaliser une AIPD. Si le traitement ne figure pas sur la liste, vous devez vérifier que 2 des 9 critères que je vais vous édicter, qui ont été issus des directives du G29, sont remplis. Dans ce cas-là, vous devez faire un AIPD. Donc, il s'agit de l'évaluation du scoring, y compris de profilage, de la décision automatique à effet légal ou similaire, de la surveillance systématique, de la collecte de données sensibles ou à caractère
hautement personnel, de la collecte de données à large échelle, du croisement de données, des personnes vulnérables qui pourraient être concernées par ce traitement. Qu'est-ce qu'on entend par personnes vulnérables? Cela fait référence à des patients, à des personnes âgées, à des mineurs. Si le traitement concerne une innovation, et enfin, si il ressort de son traitement une exclusion pour la personne concernée. Donc, prenons un exemple. Vous êtes une entreprise, vous collectez des données de géolocalisation afin d'adresser de la publicité ciblée. Vous voyez bien que dans cette hypothèse-là, il y a 2 des 9 critères qui sont réunis, donc vous devez faire une AIPD. Slide suivante concernant la synthèse. En fait, donc là, vous voyez bien que vous avez un arbre de décision. Vous devez vous poser des questions sur la base des critères que l'on vient d'évoquer ensemble. Encore une fois, en cas de doute, il est conseillé de faire une AIPD. S'agissant des sanctions, maintenant. Donc, quelles sont les sanctions si je me retrouve dans une hypothèse où je dois réaliser une AIPD et que je ne fais pas? Ce sont des sanctions qui sont assez classiques. Vous pouvez faire l'objet d'un avertissement, d'une mise en demeure de la CNIL, d'une sanction pécuniaire dont maintenant tout le monde est habitué aux montants qui peuvent être très élevés, c'est-à-dire 10 millions d'euros ou 2% du chiffre d'affaires. Après, il y a d'autres sanctions qui sont plus indirectes, notamment la baisse de valeur de l'entreprise ou même l'illicéité de l'opération d'acquisition d'une société. Donc ça, c'est une jurisprudence qui est assez classique. Sous l'empire de la réglementation antérieure à RGPD, on savait que lorsqu'un fichier client n'avait pas fait l'objet d'une déclaration auprès de la CNIL et que la société propriétaire de ce fichier client faisait l'objet d'une acquisition, on considérait que l'objet de l'acquisition était illicite parce que on n'avait pas procédé aux formalités. C'est le même raisonnement qu'on tient en matière d'AIPD. C'est-à-dire que si votre activité, par exemple, c'est du profilage, dont Sophie de Carmondi va vous expliquer comment on réalise une AIPD dans cette hypothèse-là, et que vous ne faites pas une AIPD, il est fort à parier que dans le cadre d'une due diligence, les conseils arriveront à la conclusion que l'objet de l'opération est illicite et que malheureusement, ça pourrait être un no-go pour vos investisseurs. Donc maintenant, je vais passer la parole à Sophie de Carmondi qui va vous illustrer la manière dont on fait une AIPD sur le thème du profilage. Donc bonjour à tous. Du coup, moi aujourd'hui, je vais vous présenter un cas pratique de mise en œuvre d'une AIPD. En effet, au sein du cabinet, on a eu l'occasion de réaliser déjà plusieurs AIPD. Donc aujourd'hui, ça va porter sur l'AIPD relatif à un traitement de profilage. Donc un de nos clients est venu nous voir car il souhaitait mettre en place un traitement de données à caractère personnel de consommateurs, qui étaient des données relatives à l'historique d'achat des consommateurs et à leurs préférences promotionnelles, afin d'établir des profils de consommation pour leur proposer des publicités promotionnelles personnalisées. Donc, un profil de consommation, ça peut être, on va prendre dans notre cas qui va nous aider à donner un sens un peu pratique, Monsieur Dupont qui aime le chocolat. Voilà, c'est un profil de consommation, une donnée qu'on a sur lui. Donc, on s'est demandé pourquoi il fallait réaliser une AIPD. Est-ce qu'une AIPD était nécessaire dans ce cas de profilage? Donc, il y avait 2 raisons, il y avait 2 motifs pour lesquels on a réalisé une AIPD. C'est tout d'abord que le profilage à des fins de publicité fait partie des traitements soumis à AIPD obligatoire selon la CNIL. Et d'autre part, parce que si ce traitement remplissait 2 des critères énoncés par le G29 dont on a parlé tout à l'heure, dont le premier est l'évaluation, le scoring, qui comprend le profilage, mais aussi la collecte de données personnelles à large échelle. Donc, c'était les 2 raisons pour lesquelles nous avons conseillé notre client de faire une AIPD pour ce traitement qu'il souhaitait mettre en place. Alors, l'étape préliminaire pour réaliser l'AIPD que nous avons fait, c'est regrouper la documentation nécessaire pour éviter de courir à droite à gauche quand vous allez commencer à faire l'AIPD.
Alors, les documents à réunir qu'on peut vous conseiller, c'est tout d'abord la politique de confidentialité. Ensuite, il faut lister les supports utilisés pour votre traitement, c'est-à-dire les supports pratiques sur lesquels est mis en œuvre votre traitement. Alors, ça peut être des logiciels, ça peut être évidemment un serveur d'hébergement et des canaux informatiques comme une API. Donc, en l'occurrence, il y avait l'utilisation d'une API donc, qui permet de connecter deux logiciels entre eux pour collecter et transférer des données. Le troisième, évidemment, document qui est fondamental, c'est la politique de sécurité du système d'information, la PSSI de votre entreprise. Donc, on sait que toutes les entreprises n'en ont pas, même si, évidemment, on ne peut que vous conseiller d'en réaliser une. Donc, si vous n'en avez pas, il faut lister l'ensemble des mesures de sécurité organisationnelles, par exemple un PRA, les mesures d'archivage, les contrôles de qualité logicielle, ainsi que les mesures de sécurité technique comme le chiffrement, contrôle d'accès, etc., qui sont mis en œuvre dans votre entreprise. Donc tout ça, ça permet de faire un listing des mesures à la fois juridiques et de sécurité que votre entreprise met en œuvre au moment où vous réalisez l'AIPD. Alors la première étape pour la réalisation de l'AIPD, dans notre cas, et donc dans le cas de tout le monde, c'est de faire une fiche de traitement. Il faut bien délimiter le traitement qui fait l'objet de l'AIPD. Et donc, dans notre cas, les finalités en amont, c'était de réaliser des profils de consommation pour proposer des publicités promotionnelles personnalisées, à la fois sur les interfaces Internet du consommateur, mais aussi par voie d'email. Mais il y avait aussi des finalités en aval qui étaient de mesurer la performance des campagnes publicitaires et aussi de réaliser des statistiques. Donc voilà, c'est l'étape où il faut bien cerner votre traitement. Il faut aussi que vous définissiez bien les données qui sont traitées dans le cadre du traitement. Donc nous, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, c'était des données relatives à l'historique d'achat et aux préférences promotionnelles. Donc l'étape numéro 2, qui est fondamentale, comme Mathieu l'a rappelé tout à l'heure, c'est de déterminer les événements redoutés, la gravité. Donc, juste pour rappel, un événement redouté, il y en a 3. C'est une atteinte à la confidentialité des données, une atteinte à l'intégrité des données ou une atteinte à la disponibilité des données. Et donc, il faut se demander quels sont les impacts potentiels, la gravité sur les consommateurs, les personnes concernées, si cet événement arrive et quelles sont les mesures pour limiter cette gravité. Donc, dans notre cas, dans le cas de Monsieur Dupont qui fait ses courses et qui aime le chocolat, l'événement et donc l'établissement de profil de consommation, l'événement le plus redouté était la perte de confidentialité. C'est-à-dire qu'une personne tierce réutilise les données de consommation des consommateurs. Et donc là, c'est l'étape où on se demande donc quel serait l'impact potentiel, le risque pour les consommateurs, pour Monsieur Dupont, si on reprend notre exemple, si ces données étaient hackées, utilisées par quelqu'un d'autre. Donc, ce serait la probabilité la plus évidente, l'envoi d'emails frauduleux à cette personne, qui serait d'autant plus dangereux car elle pourrait être personnalisée grâce à ces données de consommation. Par exemple, on enverrait à M. Dupont un email qui serait du phishing, mais il ne le sait pas, qui lui dirait « Demain, vous avez une promotion sur la marque Ferrero. Et donc, rentrez, vous pouvez acheter dès maintenant, profitez de l'offre en cliquant sur ce lien. » Donc, il clique sur ce lien et là, un virus s'installe sur son ordinateur ou bien il remplit ses données de carte bancaire et donc il y a une collecte illicite, frauduleuse de ces données bancaires. Donc voilà, ça c'est un risque qu'il faut prendre en compte puisque le phishing aujourd'hui, c'est quelque chose dans les entreprises qui est récurrent, même aussi auprès des particuliers. Et donc, si on peut personnaliser l'email de phishing, c'est d'autant plus dangereux car la personne est en confiance. Et donc, l'étape qui vient ensuite, une fois qu'on a établi le risque, c'est comment on limite cette gravité. Et donc, dans l'entreprise, nous, il fallait se demander quelles étaient les mesures mises en place par notre client pour limiter cette gravité. Donc, notre client avait mis en place des mesures de chiffrement et aussi de pseudonymisation. En effet, si vos données sont chiffrées, il est beaucoup plus difficile pour une tierce personne de réutiliser ces données. On ne pourra pas savoir quelles sont les données de consommation de M. Dupont et on ne pourra du coup pas envoyer a priori d'email de phishing. Donc, c'est pourquoi nous avons établi que la gravité pour la perte de confidentialité était limitée dans notre cas. Donc, la troisième étape d'une AIPD, comme le disait Mathieu, ce sont à présent la vraisemblance que ces risques arrivent. Donc, cette étape, c'est de savoir la probabilité que les événements redoutés, donc nous, la perte de confidentialité, se réalisent.
il faut à ce moment-là faire un peu un mapping des sources de risque de votre entreprise. Donc, nous, on en avait identifié, on peut en identifier 2. Par exemple, nous, notre client utilisait une API, donc ça pourrait être en fait qu'un pirate ou une tierce personne passe par l'API, qui est un système ouvert sur Internet pour capter les données personnelles. Ou bien qu'un prestataire ou qu'un salarié remercié, qui a quitté l'entreprise, conserve ses habilitations pour rentrer dans le système d'information et modifier des données ou capter des données et ensuite les revendre, etc. Donc, il faut bien prendre en compte tous les sources de risque. Donc, nous, on prend ces 2 exemples. Et donc, comme pour la gravité, il faut se demander quelles sont les mesures qui permettent de limiter cette vraisemblance. Donc, dans notre cas, pour le pirate qui utiliserait l'API, les mesures pour limiter cette vraisemblance, ce sont des contrôles d'intégrité, des tests de sécurité réguliers sur la sécurité de l'API, aussi l'utilisation d'un VPN et la minimisation de la collecte des données. En revanche, ces mesures seront différentes pour limiter la probabilité qu'un salarié, un ancien salarié ou un ancien prestataire utilise vos données, enfin les capte. Donc, ces mesures, ce sont la mise en place, par exemple, de politiques de gestion des habilitations. À la fin du contrat, il faut voir, en fait, il faut retirer ces habilitations pour que la personne ne puisse plus se connecter à votre système d'information. C'est aussi le cloisonnement des données, la journalisation. Donc, vous voyez qu'en fait, les mesures pour limiter la vraisemblance sont différentes en fonction de la source de risque. Donc, nous avons déterminé que la vraisemblance, en l'occurrence, était importante. Et donc, la dernière étape de l'AIPD, c'est le plan d'action. Parce qu'il faut bien comprendre qu'en fait, une AIPD, au-delà d'être quelque chose qui est une obligation légale, ça vous permet de faire un audit des mesures juridiques et de sécurité que vous avez mis en place dans votre entreprise pour protéger vos données personnelles. Donc, c'est aussi vis-à-vis de vos clients un argument aussi évidemment commercial pour montrer que votre entreprise a une véritable sécurité des données personnelles. Donc, c'est pour ça que c'est important de réaliser les AIPD quand vous devez en faire une. Donc, une fois qu'on a déterminé les risques initiaux pour la confidentialité, donc la gravité était limitée et la vraisemblance importante, il faut se demander, et donc normalement vous aurez une liste à la fin, toutes les mesures complémentaires que vous pouvez mettre en place pour pouvoir limiter ces sources de risque. Et donc, c'est là que vous avez un véritable plan d'action qui naît et qu'il faut mettre en œuvre, en fait, avant de mettre en place votre traitement. Donc, nous, en l'occurrence, c'était renforcer la robustesse des mots de passe, mais c'était aussi mettre en place des antivirus sur les postes des salariés. Donc, je ne vais pas tous les lister, mais voilà, c'est de définir qu'est-ce qui va permettre à votre entreprise de garantir davantage de sécurité. Donc, du coup, voilà, à la fin, vous avez ce plan d'action qui vous permet d'avoir une gravité limitée et une vraisemblance limitée. Donc, voilà, donc c'est très important. Ce plan d'action, c'est sans doute la chose la plus importante de l'AIPD, car ça vous permet de mettre en place votre traitement. Donc, à présent, je vais passer la parole à Stéphane Gallois, qui travaille chez Adéquacy. Et donc, les screenshots que vous avez pu voir, c'est du logiciel Adéquacy sur la base duquel nous avons réalisé justement cette AIPD. Bonjour à toutes et à tous. Merci Sophie. Déjà, je suis très heureux de partager ce moment. Merci pour l'invitation. Vous savez que l'année 2021 est très particulière puisque nous sommes dans l'année du PIA. Et dès qu'on m'a invité, j'ai cherché des statistiques. Au-delà de notre base client, je me suis dit, je vais aller chercher des statistiques. On dispose de vraiment peu de données, qu'elles soient dans le domaine public, dans le domaine privé, on appelle la CNIL, voilà. Il y a peu de sanctions, quasiment pas, presque pas. Donc, c'était pas évident d'avoir des données. Donc, je me suis recentré sur mes clients, je suis allé voir. Si vous le savez, on est en France, au Benelux, en Allemagne, de façon assez active et dans quelques autres pays. Grâce à nos clients, on est présent dans 50 pays, à peu près sur les 5 continents. Et je dis à peu près parce qu'il y a un continent où on est peu présent. Et on s'aperçoit que finalement, par rapport à la maturité des DPO, par rapport à la maturité des pays, l'avancée dans les AIPD n'est pas la même. Suivant les secteurs d'activité, les enjeux, et en Europe en particulier, les pays n'avancent pas de la même façon. On s'aperçoit que l'Allemagne a une sensibilité au risque qui est plus importante, les pays d'origine anglo-saxonne aussi, et on a d'autres pays qui sont un peu plus à la traîne. Et puis on a la France qui est un peu au milieu
et qui cherche son chemin suivant les secteurs d'activité, la maturité de l'entreprise et surtout les urgences de l'entreprise, les priorités de l'entreprise. Donc finalement, on s'est dit, mais quels sont les vrais chiffres que l'on peut obtenir? Si je m'appuie sur la base de nos clients, ce qui est très, très intéressant de voir, c'est que déjà les groupes internationaux européens ont mis en place le RGPD dans leurs filiales hors Europe. Donc ça, c'est déjà intéressant. Donc au niveau des AIPD, ils vont fonctionner un petit peu de la même façon, je pense. Sur les AIPD à proprement parler, on estime que 30% ont commencé. Alors, ceux qui ont accepté de partager ces informations avec nous, bon, ils nous disent, bon, on a commencé, on n'a pas commencé. Donc, il y en a 30% qui ont commencé. Réellement, ceux qui sont allés au bout, c'est plutôt proche de 10%. Et il y a une chose étonnante, c'est que 20% d'entre eux, avant de se lancer sur les AIPD, même, alors qu'il y a l'échéance quand même du 25 mai 2021 qui était là, ils ont préféré retravailler un petit peu leur registre ou avancer sur d'autres points. Donc finalement, chacun fait selon ses priorités et finalement, personne s'est précipité sur l'échéance du 25 mai. Et quelque part, c'est peut-être plus raisonnable. Quoi qu'il en soit, on sent vraiment que le RGPD gagne en maturité, qu'il y a de plus en plus de sérieux. Donc il y a vraiment cette notion de maturité qui arrive et surtout, il y a un réel besoin de pragmatisme. C'est-à-dire que l'AIPD fait parfois peur, ça peut prendre énormément de temps et il faut prioriser certaines choses. Et comme je vous le dis, la notion de risque n'étant pas une culture, je dirais, française de base, c'est peut-être un chemin qui s'annonce assez long pour l'AIPD et on va commencer et entamer cette marche et je pense que dans le temps, ça sera quelque chose d'assez utile pour les entreprises et les organisations. Après, ce qui nous est apparu quand même intéressant, c'est il fallait que nous soyons prêts pour le 25 mai 2021. Donc, de notre côté, Adéquacy avait choisi dès 2018 et la sortie de la solution, on avait proposé un module AIPD. Notre AIPD s'appuie sur la méthode IBIOS, voilà, donc il était un petit peu éprouvé, et puis on avait comme idée de faire avec nos clients, mais pas pour nos clients, on ne voulait pas se substituer. Après 2 ans d'usage, donc en mai 2020, nous sommes allés voir le cabinet Klein Vénère et on a regardé l'évolution des pratiques de nos clients et aussi la façon dont on pouvait concevoir les AIPD. Une AIPD, c'est jamais simple. Enfin, je pense que la démonstration de Sophie, Laurent, Mathieu montre que l'AIPD, c'est quand même c'est à la confluence de plusieurs métiers. C'est certes complexe, c'est long, on doit impliquer obligatoirement la partie DSI, les métiers, puis on va connaître le contexte. Enfin, le contexte est primordial. Et donc, faire une AIPD pas à pas qui est didactique, ça nous a semblé essentiel. Quand on a rencontré Laurent et Mathieu, bon, je ne vais pas parler de coup de foudre, mais la rencontre a été assez formidable. On a montré tout de suite des zones de compréhension qui étaient vraiment intéressantes sur les enjeux de la donnée et en termes d'exigence. On avait vraiment un chemin qui était commun. Travailler ensemble a été presque une évidence. Et du coup, on a essayé de trouver l'adéquation entre une solution avec un socle technologique solide, certes, mais aussi la compétence juridique des avocats, des métiers, des personnes, de Sophie. On est allé vraiment auprès des utilisateurs et auprès des clients. Et on s'est aperçu que nos visions métiers se rejoignaient. On était de plus en plus orienté vers un métier du DPO qui avait certaines compétences dans le système d'information, dans la donnée. Et ça nous a paru évident qu'il y avait une certaine complémentarité avec Klein Vénère. Donc, on a travaillé pendant 1 an à une solution qui devait être prête, donc, comme je vous l'ai dit, au 25 mai, mais surtout qui nous permettrait de gagner du temps et d'amener de l'expertise juridique de façon pragmatique. Donc, toutes nos réflexions et nos travaux ont été dans un seul objectif, être le plus possible à la portée de nos utilisateurs, de nos clients, de bien comprendre comment une AIPD se réalisait et surtout de la rendre le plus efficace possible. Et a priori, le résultat a été atteint. Donc, si maintenant je vous donne le résultat, puisqu'il faut bien arriver à un résultat au niveau des AIPD et voir un petit peu ce que l'on a obtenu,
Donc, c'est juste la slide suivante. On a essayé vraiment dans cette version qui est on a conceptualisé une solution structurante qui visait vraiment à dérouler une AIPD pas à pas. Le but, c'était de valoriser vraiment le métier dans un outil pragmatique, et on a trouvé un subtil compromis avec des mots à la fois juridico-techniques, DPO. Voilà. Donc, on a vraiment travaillé à des assistants de saisie, à des scénarios de menaces qui nous permettaient vraiment de décrire plusieurs possibilités, d'aider le DPO au quotidien. Et si ce n'était pas le DPO, il y a certains DPO qui ne feront pas de PIA, en tout cas d'aider les personnes qui feront ces PIA et d'avoir une visibilité sur la cartographie des données des destinataires et des destinataires de ces données. Donc finalement, on a essayé de simplifier le travail avec des rendus de qualité, puisque les rendus de qualité, c'est aussi une exigence. Vous avez forcément, à la fin, devoir présenter des résultats qui sont vraiment de bonne qualité, et on a travaillé avec l'Invener qui nous a vraiment aidé sur ce point. Donc finalement, un outil didactique et qui évolue en permanence, parce que le métier de DPO est quand même un métier assez jeune et on aura forcément du travail à faire. Donc on travaille vraiment en permanence ensemble. Finalement, en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que il faut, quand on met en place une AIPD, il y a le principe de réalité qui s'impose. Donc, on a des priorités et de la société dans laquelle on est. On doit connaître le contexte et il y a un minimum d'investissement à faire sur la première AIPD. On est forcé de rentrer vraiment dans le métier que fait l'utilisateur et le client. Et on avait imaginé possible de définir des standards pour les AIPD. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a à peu près 3 types d'AIPD. Il y a l'AIPD qu'on appelle standard et qui peut durer environ, on peut l'élaborer en 6 jours, peut-être un peu moins si c'est vraiment. Et après, il y a des AIPD qu'on peut dire un petit peu plus complexes, ou en tout cas qui nécessitent un peu plus d'investissement, qui vont durer autour de 9 jours. Et après, il y a les AIPD, ce que j'appelle exceptionnels. Et là, il est vraiment difficile de donner un délai. Donc, on peut dire aujourd'hui que nos clients sont bien investis dans les AIPD, qu'ils mettent le pied, mais qu'il y a des priorités, malheureusement, qui les rattrapent. Et aujourd'hui, je pense que la période du Covid a aussi un petit peu ralenti cette montée en capacité sur les AIPD. Mais je pense que Aurélie va nous expliquer sa vision et ce qu'elle vit au sein d'Europe-Car International. Merci beaucoup Stéphane. Et avant de passer la parole à Aurélie, j'en profite pour remercier vivement Adéquacy et pour expliquer en un mot qu'effectivement Clinvener a choisi l'outil Adéquacy, qui est un logiciel français de gestion et de pilotage de la conformité RGPD, pour 2 raisons. Après, bien entendu, on travaille avec les outils de nos clients quand ces derniers ont leurs propres outils, ça va sans dire, mais pour 2 raisons, parce que d'une part, c'est un produit culturellement européen et français, et l'outil, vous le savez tous, induit l'usage et pas l'inverse, malheureusement. Donc, il est très important de choisir des concepteurs d'outils qui soient proches culturellement des usages européens, et ça, c'est extrêmement important pour nous. Et puis, d'autre part, parce que chez Adéquacy, nous avons trouvé des personnes qui sont à l'écoute des cas d'usage et qui sont surtout en veille permanente sur les référentiels de la CNIL, du CEPD, ex-G29, etc. Donc, c'est vrai que l'outillage est fondamental, et quel que soit l'outil que vous, les uns et les autres, choisissez, sachez que c'est très important parce qu'en fait, vous allez capitaliser dans l'outil, et donc le savoir-faire que vous allez mettre au fur et à mesure de vos différentes AIPD va finir par se loger véritablement dans l'outil. Donc, si vous ne choisissez pas d'outil, ce qui est le cas d'un grand nombre d'entreprises qui continuent à travailler sous Excel, vous risquez en tout cas à un moment donné de vous épuiser un peu. Et c'est pour ça que l'outil est très important à partir surtout d'une certaine taille, et en particulier quand on est un groupe d'entreprises. En tout cas, un grand merci à Stéphane pour son intervention et à sa collaboration quotidienne. Alors, on va passer la parole à Aurélie Banque. On en profite pour remercier très chaleureusement d'avoir accepté de s'exprimer aujourd'hui. Alors Aurélie, je vais peut-être vous laisser vous présenter, puis ensuite je vous déclinerai les 3 questions qui sont sur les slides.
Merci Mathieu. Oui, donc bonjour, je suis Aurélie Banque, donc je suis DPO de Europcar Mobility Group. Alors Europcar, effectivement, c'est l'une de nos marques, hein, mais c'est à peu près 25% de l'activité du groupe. Aujourd'hui, on est présent dans 14 filiales corporate. Donc on a 14 filiales corporate en propre et on a un réseau de franchises dans 140 pays dans le monde. Voilà, donc on a une activité qui est très internationale. Pour ma part, je suis DPO Group. Voilà, j'ai un profil de juriste. Très bien. Merci beaucoup Aurélie. Alors première question, on est tous très très demandeurs d'exemples en fait pour les AIPD, parce que je crois que c'est un peu le sujet quand même du moment, c'est qu'on parle beaucoup d'AIPD, mais on manque d'exemples un peu tout à chacun. Alors est-ce que vous pouvez nous parler d'un ou de quelques exemples? Chez Europcar Mobility Group, vous êtes confronté à une transformation de votre métier avec la mobilité sous une forme service beaucoup plus que sous une forme de contrat classique, j'ai envie de dire. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Alors oui, alors nous notamment on a une stratégie, puisque aujourd'hui on a une stratégie de déploiement d'un certain nombre de véhicules connectés, puisqu'on a une stratégie d'avoir une flotte 100% connectée. Puisque aujourd'hui, vous le savez, quand vous achetez un véhicule, il y a tout un tas de devices et de boîtiers qui sont installés dans ce véhicule. Donc, effectivement, ça génère des enjeux, tout simplement parce que vous avez une capacité à géolocaliser votre conducteur, finalement, à tout moment, c'est-à-dire que vous pouvez suivre ses déplacements. Donc ça crée des enjeux en termes de vie privée parce que bien entendu, potentiellement, vous pouvez porter atteinte à la liberté d'aller et de venir et à la liberté de mouvement de vos utilisateurs, de vos employés ou potentiellement de vos clients. Donc nous, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans le contexte, on travaille en B2C, c'est-à-dire que quand effectivement vous voulez partir en vacances et que vous avez besoin d'un véhicule, vous allez louer chez nous, mais on travaille aussi en B2B2C. C'est-à-dire qu'on peut fournir des flottes de véhicules à nos clients entreprises et que dans ce contexte-là aussi, ça peut impliquer derrière qu'on ouvre un certain nombre de services connectés pour leur permettre tout simplement déjà de gérer leur flotte, faire de la gestion de flotte et pour être en mesure d'être capable de localiser son véhicule. Nous, on a aussi typiquement des cas d'usage où on peut avoir des mécanismes de garantie, puisqu'aujourd'hui, on a un mécanisme de buyback avec un certain nombre de constructeurs automobiles, mais ça implique derrière qu'on remplisse un certain nombre de conditions, par exemple en termes de kilométrage. Donc, quand effectivement, vous allez solliciter des boîtiers, vous avez une capacité, par exemple, à remonter le kilométrage et à savoir où en est votre véhicule par rapport à votre garantie, ou des mécanismes aussi de lutte contre le vol ou de lutte contre la fraude. Alors, on ne va pas se mentir, on a des assets, on a parfois des véhicules qui sont volés, soit volés à nos clients, soit volés directement sur nos stations, et on peut exploiter aussi potentiellement ces mécanismes de géolocalisation pour effectivement retrouver ce véhicule dans un contexte de vol. Alors, ça crée effectivement, ça veut dire que derrière, il faut mettre des garanties parce qu'aujourd'hui, vous avez par exemple vous n'allez pas avoir une capacité, on n'est pas sur des dispositifs aujourd'hui qui permettent d'activer et désactiver les boîtiers à distance, on est plutôt sur des mécanismes en fait de remontée de data de manière permanente et derrière, ce qui implique de mettre en place des contrôles et des mécanismes de protection justement pour s'assurer que les cas dans lesquels on consulte ces données, en particulier les données de géolocalisation, sont conformes au cadre qu'on a défini et à notre politique de protection des données. Donc, c'est des traitements qui sont sensibles et qui nécessitent finalement quasiment pour chaque cas d'usage de faire une AIPD ou en tout état de cause de décliner une AIPD pour voir si les mesures qu'on a mises en place jusqu'à présent restent adaptées à ce cas d'usage-là. Merci beaucoup, très clair. Alors, après les exemples de traitements qui sont soumis à AIPD, est-ce que vous avez des exemples ou des exemples de la façon dont sont menées les AIPD par les acteurs du marché? Parce que ça, c'est la grande question. On n'a pas beaucoup d'exemples, étant donné que, sauf erreur de ma part, on n'a pas encore eu de délibération de la CNIL claire sur des exemples d'AIPD qui lui auraient été soumis. Alors, je vous rejoins. En fait, la CNIL a beaucoup avancé et a été très prolixe, on va dire, en termes d'outils. On a vu que la V3, l'outil de la CNIL, avait été publié hier sur les AIPD, etc. Ils ont aussi publié un certain nombre de référentiels et de guides. Après, depuis la publication du CACAP2, en fait, il n'y a pas eu vraiment d'autres exemples concrets de mesures attendues ou de résultats attendus de la part de la CNIL. Et c'est un petit peu dommage parce qu'en fait, on navigue un peu à vue, on ne va pas se mentir. Alors nous, on a l'une de nos marques l'an dernier qui a fait l'objet effectivement d'un certain nombre d'investigations de l'autorité. À cette date, on n'a par exemple pas eu de retour sur, on a transmis un certain nombre d'AIPD, on n'a pas eu de retour sur ces AIPD-là. Donc c'est un peu dommage parce qu'entre guillemets,
ça ne nous permet pas d'améliorer potentiellement nos pratiques vis-à-vis des AIPD. Et après, c'est souvent des traitements qui sont très sensibles et très stratégiques. Donc, aller se benchmarker avec d'autres acteurs du secteur sur ces questions-là, c'est aussi délicat en termes de concurrence. Voilà. Et puis, l'autorité aussi espagnole est très prolixe en termes de guide, mais pareil, on n'a pas vraiment, quand on rentre dans le pratico-pratique et le concret, on a quelques difficultés finalement en tant que professionnel à avoir des retours vraiment concrets de la part de l'autorité. Très clair. Finalement, après le club des DPO, peut-être qu'il faudrait le montrer, le club des AIPD, pour partager des bonnes pratiques. Troisième question et dernière question, pour prendre un peu de hauteur et pour voir un peu vers l'avenir. Est-ce que vous pensez, qu'est-ce que vous pensez de la notion de conduite du changement par rapport à l'AIPD? En clair, est-ce que vous pensez que faire des AIPD, ça n'est pas qu'une question technique, mais c'est aussi une question de changement d'état d'esprit général. On parle beaucoup d'éco-conception aujourd'hui sur l'écologie. Est-ce qu'il faudrait aussi de l'AIPD conception? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il faut instiller ce processus AIPD dans les process existants de l'entreprise et donc gérer un changement, en fait? Alors, on l'a déjà un peu avec le Privacy by Design, puisqu'en fait, finalement, l'AIPD, c'est censé être l'aboutissement de votre exercice de Privacy by Design où vous avez onboardé tous vos dispositifs de protection des données dès la conception dans vos outils informatiques. La difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est souvent que vous faites souvent du privacy by redesign et non pas by design, parce qu'on a tous des systèmes informatiques un peu anciens, sauf des pure players du marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, si vous avez un pure player qui rentre sur le marché, il aura une capacité à être conforme beaucoup plus rapidement qu'une société qui a déjà, on va dire, un certain legacy en termes IT. Voilà, nous, à notre niveau, on ne va pas se mentir, on fait plutôt du privacy by redesign, c'est-à-dire qu'on profite des modifications qu'on fait sur nos outils actuels existants pour effectivement embarquer ces problématiques de protection des données. Ce qui change beaucoup avec l'AIPD, c'est qu'en fait, on n'est plus entreprise-centrique, on devient client-centrique. C'est-à-dire que quand on parle de gestion des risques en entreprise, on parle beaucoup de gestion des risques pour l'entreprise. Et non pas gestion des risques pour le client. Et la vraie conduite du changement, elle est là, parce que dans l'AIPD, effectivement, l'exigence de la CNIL, c'est de se positionner, finalement, c'est d'être client-centrique et de se positionner, se mettre dans la peau du client et de se dire quelle pourrait être l'atteinte ou de la personne et de se dire quels pourraient être les scénarios dans lesquels on pourrait porter atteinte à ma vie privée, à moi en tant qu'individu. Donc déjà, la première conduite du changement, c'est celle-là, c'est qu'en général, vos opérationnels ont plutôt tendance à se positionner quel est le risque pour mon entreprise plutôt que quel est le risque pour mon client. Ensuite, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'aujourd'hui, il y a quand même tout un tas d'exercices d'analyse des risques qui se déclinent en entreprise. Et penser que l'AIPD existe comme ça, toute seule, de manière autonome et n'a pas à être corrélée avec les autres exercices de cartographie des risques de l'entreprise, je pense que c'est une erreur parce qu'on a tout intérêt aujourd'hui à avoir des process intégrés. Par exemple, quand je parle de mes véhicules connectés, eh bien, concrètement, c'est aussi il y a d'autres risques qui sont inhérents à mes véhicules connectés et qui ne sont pas forcément liés à de la data. On peut avoir des risques opérationnels en station, etc. Donc, je pense qu'on a tout intérêt aussi à contribuer, à faire en sorte que l'AIPD contribue à l'analyse des risques généraux de l'entreprise, puisqu'on le voit bien, notamment dans le contexte Covid, on va dire qu'on a aujourd'hui des stratégies de gestion de risque qui se mettent en place de manière globale au sein des entreprises. Très clair. Merci beaucoup Aurélie pour ces retours d'expérience et pratiques très précieux. Je vais passer la parole à Jean-François, juste le temps de déconnecter mon micro. Oui, conclusion de ce webinaire. Merci à tous. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Je trouvais ça très, très intéressant et très vivant. J'espère que ça a été le cas pour tout le monde, pour tous ceux qui ont pu assister. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. En fait, en conclusion, moi, juste peut-être quelques mots en tant que, je dirais presque spectateur aussi, spectateur et professionnel. Il y a deux originalités qui me marquent quand même d'un point de vue juridique. C'est cette approche ex ante, c'est-à-dire qu'on est vraiment, et d'ailleurs le DMA va reprendre cette approche-là, mais on essaye de prévenir. C'est-à-dire qu'en droit, traditionnellement, on se retrouve toujours avec ce même problème, c'est qu'on attend qu'il y ait une difficulté
qu'il y a un dommage de créer pour le résoudre. Alors qu'ici, on essaye de l'anticiper, ce qui est quand même déjà une première victoire. La deuxième chose, deuxième originalité, c'est qu'on sort des systèmes classiques de seuil. C'est-à-dire qu'on n'est plus en train de réfléchir en fonction de la taille de l'entreprise, en fonction du chiffre d'affaires, en fonction du nombre de salariés. Non, on est ici en train de prendre en considération des risques, d'analyser ces risques et de façon très concrète, indépendamment, encore une fois, de prétendus ou supposés ou théoriques impact qui serait lié à la taille de l'entreprise considérée. Et là, on glisse vers d'autres éléments, et là, je rebondis sur ce que Aurélie vient de dire. Autre révolution, c'est limite copernicien, hein, c'est que désormais, on ne s'intéresse plus directement et uniquement au risque pour l'entreprise, mais au risque pour les clients. C'est ce que vous indiquiez, Aurélie, client-centrique. C'est quand même très intéressant de voir qu'on sort, on est en train de voir une évolution du droit qui va désormais changer d'angle de vue. C'est-à-dire qu'on ne fait plus d'a posteriori, on fait de l'a priori, on ne s'intéresse plus directement à l'entreprise, on s'intéresse aux clients ou aux tiers. Donc ça fait des impacts sociétaux qui sont quand même très intéressants. Et les deux autres derniers points, ça en fait un principal. On se plaint souvent que la réglementation est avant tout une contrainte. En gros, on va dire on nous emmerde avec la réglementation, on n'arrête pas d'empiler de nouvelles règles, mais si ce n'est que on se rend compte, et Sophie l'a clairement dit, faire des analyses d'impact, ça permet aussi de remettre à jour, ça permet aussi de faire des audits, ça permet aussi de se remettre en question, et même si c'est du redesign, comme l'explique Aurélie, c'est une façon de updater nos systèmes, de les améliorer et de progresser. Et puis, ça permet aussi, ce n'est pas que des limites au développement de l'activité, ça permet au contraire de développer de nouvelles activités, de développer de nouveaux produits. C'est ce que Stéphane nous expliquait. On crée de nouveaux produits pour nous aider à mettre en œuvre cette nouvelle réglementation. Et ce sont des outils qui sont créateurs de richesse, créateurs de valeur pour l'entreprise, pour d'autres entreprises. Ça crée de nouveaux emplois également, c'est les emplois de demain. Donc, moi, je trouvais ça vraiment très intéressant, et c'est sans doute j'ai l'impression qu'on est à l'aube d'une nouvelle façon de faire du droit. Et Mathieu, tu le disais tout à l'heure, il y a le droit du numérique, mais il y a aussi le droit de l'environnement. Et je pense qu'on va aller sans doute aussi vers ça, anticiper des dommages plutôt que de les réparer. Et ne plus seulement s'occuper de l'entreprise, mais s'occuper aussi des consommateurs, voire de la nature. Avec toutes ces notions de est-ce que la nature est protégeable en elle-même, etc. Bon, bref, ça ouvrira sans doute d'autres sujets, d'autres webinaires sur d'autres réglementations. Voilà. Voilà, c'était mes petits commentaires. Si vous en avez, n'hésitez pas à en faire. On a eu quelques questions initiales, mais c'était essentiellement pour des problèmes techniques qui, je pense, ont été résolus assez rapidement puisqu'on n'a plus d'interrogations. Si l'un ou l'autre d'entre vous souhaite intervenir ou faire des commentaires, n'hésitez pas. Autrement, on a tenu 58 minutes. En plus, on va être à l'heure. Donc, si vous n'avez pas de questions particulières, si des questions vous viennent ultérieurement, n'hésitez pas, vous avez nos coordonnées. Vous pouvez vous adresser à nous. Je le dis d'autant plus facilement que ce n'est pas moi qui répondrai. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Donc, n'hésitez pas, effectivement, si vous avez des questions. On n'en voit pas dans le fil pour le moment. Ah, si. J'ai l'impression qu'il y avait une carrière. Ah oui. Merci beaucoup. Ah non, voilà, ce n'était pas une question. Alors, il y a une question de Julie Caminaire, si je vois bien. Comment évaluer correctement le risque, la vraisemblance, si on n'a pas de données, par exemple, sur, par exemple, les attaques? Le risque, la vraisemblance, c'est un vrai métier. L'évaluation de la risque. Je me permets de répondre, Laurent, tu me complètes, hein, bien entendu, si tu le souhaites. C'est un vrai métier. Et c'est vrai que pour analyser le risque, la vraisemblance, nous, notre expérience chez Klein Vénère, on a déjà fait
quand même un certain nombre d'AIPD, c'est que la plupart du temps, on travaille avec le RSSI et parfois un expert cyber externe qui est vraiment spécialisé en analyse de risque. En fait, il faut vraiment bon, les événements redoutés, en fait, assez facilement, ils sortent parce que c'est assez standard. La menace, et c'est là où Adéquacy aide énormément, enfin, un outil aide énormément parce qu'il vous donne des exemples. Et donc, vous savez, le cerveau humain réfléchit quand même beaucoup plus facilement face à une feuille pas blanche qu'à une feuille blanche. Donc, le logiciel offre cet avantage, c'est que vous n'êtes pas face à une feuille blanche. Donc, vous avez des exemples de menaces. Et vous dites oui, non, oui, mais enfin, c'est quand même très improbable, etc. Donc ça, l'outil vous aide, première réponse, clairement. Et deuxième réponse, expérience. Ça peut pas être des juniors qui font ça, c'est pas possible. Il faut avoir une vraie expérience et il faut quand même avoir une compétence sur l'analyse de risque. Ça peut pas être qu'un juriste qui fasse ça. Ça, c'est ma réponse. Mais... Je sais pas si vous voulez rebondir, Stéphane, Laurent. Si je peux me permettre de compléter, il arrive un moment donné aussi où ça ne sera jamais parfait. Enfin, il arrive un moment donné où il faut trancher, il ne faut pas hésiter à prendre des décisions. Et que l'idée aussi de l'AIPD, c'est que ce n'est pas un one-shot, c'est-à-dire que ça se suit dans le temps. C'est un exercice d'amélioration continue. Donc, il y a un moment donné, vous posez une décision. Souvent, ce que vous... Stéphane me complétera si tu veux, mais généralement, vous êtes entre limité et négligeable. Enfin, ça va être d'un palier à l'autre. On est rarement entre les deux bouts du spectre. Donc, je ne veux pas être méchante, mais je pense qu'aujourd'hui, ce que vous reprocherez à la CNIL, c'est de ne pas avoir fait votre AIPD. Mais si on est sur si vous êtes à un palier et que y a un choix qui a été fait à un moment donné et qu'il se révèle a posteriori mauvais, je pense que ce qu'il faut faire, c'est revoir votre analyse d'impact. Mais se dire à 100% on aura tout le temps raison, je pense qu'on ne peut pas partir avec cet objectif-là, en fait. Mais je ne sais pas ce qu'en pense Stéphane. Il pense exactement pareil. Laurent va arrêter de couper le micro. Mais Stéphane pense exactement pareil. Ça se fera dans le temps. Ça va être un chemin qui va être très long. Et par contre, commencez. Ça vous évitera que la CNIL rende un peu. Et puis, ça permet quand même de processer pas mal ce que l'on fait en interne. Enfin, aujourd'hui, ne pas faire de RGPD, c'est une erreur. Donc, lancez-vous. Et sur les AIPD, je pense qu'on va en faire pas mal d'erreurs. Et puis, on a besoin de vos erreurs pour nous avancer aussi. On va être très clair avec ça. Moi, sans vos erreurs, au bout d'un moment, je vais arriver et puis je ne serai pas suffisant. Voilà. Donc, vraiment... lancez-vous et puis on est là pour vous accompagner. De toute façon, on aidera et puis on a vraiment besoin de vous et de votre contexte. C'est vraiment là où on a besoin de comprendre et il y a un investissement sur la première IPD qui est nécessaire. Vraiment, ça prend dans le temps. Voilà. Okay. Vas-y, Laurent. Ah, attends. Il n'y a pas de micro, Laurent. Laurent, il n'y a pas de micro. Allô, vous m'entendez? Oui. Je voulais juste compléter, c'est-à-dire qu'effectivement, dès lors qu'on est sur un principe d'accountability dans le cadre de l'AIPD, ce que prend en considération la CNIL, c'est la bonne foi du responsable de traitement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez pris l'initiative de réaliser une AIPD, vous avez le droit à l'erreur. Et en cas de contrôle, il y a toujours un échange avec l'autorité de contrôle. La sanction ne tombe pas comme un coup près. Donc soyez rassurés, vous avez le droit à l'erreur et comme on le disait, c'est une mise à jour permanente en fait. Pour poursuivre, il y a deux autres questions, je vais les aborder un peu rapidement, puis n'hésitez pas à rebondir, les intervenants. On me pose la question, Sébastien Pignot, elle dit « Souvent, la vidéoprotection revient dans les traitements. Existe-t-il une AIPD standard qui pourrait nous servir de référence ?» Alors, Sébastien, ça serait merveilleux, mais malheureusement, non. Non, parce que justement, c'est ce qu'indiquait Aurélie, c'est qu'il n'y a pas de publication encore. Vous savez, sous l'ancienne loi, il y avait ces fameuses demandes d'autorisation qu'on soumettait à la CNIL, et la CNIL rendait des décisions d'autorisation. Et donc, on avait typiquement pour des traitements soumis à AIPD aujourd'hui, des décisions d'autorisation ou pas. Mais aujourd'hui, nous n'avons malheureusement pas de décision de la CNIL, en tout cas pas à ma connaissance.
Donc pour la vidéoprotection, vidéosurveillance, enfin non, vous parlez de vidéoprotection. Donc vidéoprotection, ce qui n'est pas tout à fait pareil d'ailleurs, il n'y a pas d'AIPD standard, mais par contre, il y a quand même une doctrine de la CNIL sur le sujet. Il y a quand même une doctrine de la CNIL, notamment en durée de conservation, en localisation des panonceaux, vous savez, d'information. Enfin, mais il n'y a pas, non, pas à ma connaissance. Deuxième question, Florent Le Divelec, vous posez la question, dans quelle mesure prendriez-vous en compte les impacts résultant de menaces non liées directement au système mis en place, par exemple la perte du mobile sans protection de mot de passe permettant d'accéder aux données collectées dans une application de domotique. À mon sens, mais là encore, je laisse les intervenants rebondir, on prend en compte toutes les sources. En fait, quand on va s'intéresser aux menaces, on va regarder ensuite les supports exposés. Et dans les supports exposés, il y a tout à fait les supports mobiles. Les supports exposés, c'est pas que le système d'information, c'est toutes ces ramifications. Et c'est-à-dire que c'est tous les terminaux de connexion en clair. Donc pour moi, la perte d'un mobile avec mot de passe protégé par qui n'est pas protégé par un mot de passe, c'est votre exemple, c'est évidemment un support exposé, c'est donc une source, c'est donc une menace, c'est une source de risque, c'est un support exposé au risque. Donc on le prend en compte pour moi. Et vous posez la question, quelqu'un pose la question évidemment à laquelle malheureusement je crois qu'il n'y a pas vraiment de réponse, vous posez la question à quelqu'un d'autre. Philippe Bessière d'Eord pose la question de la durée de rédaction d'une AIPD. Vaste question. Moi, je veux bien y répondre. Alors, c'est entre 3 jours et 3 mois. Non, on s'est plongé énormément de temps et j'en parlais en conclusion. Il n'y a pas de règle absolue. Déjà, il n'y a pas d'AIPD standard et mon maître en la matière me dira de toute façon que l'AIPD standard, on va en faire, ça n'existe pas. On a besoin de vous, on a besoin de votre contexte. Et souvent, j'ai besoin de Mathieu, Laurent, Sophie pour m'aider moi-même. Donc, on a besoin, c'est un travail d'équipe. Ça, c'est la première chose. Et surtout, ne rêvez pas, la durée de réaction d'une AIPD, ce n'est pas 1 heure. C'est beaucoup de temps. Vous allez y passer du temps et quelque part, ça vous fera du bien parce qu'évaluer les risques sont, à mon avis, la culture du risque, l'acculturation au risque est un des objectifs que l'on doit avoir dans une organisation. Et juste pour rebondir sur ce que dit Stéphane, l'avantage d'utiliser justement un logiciel comme Adéquacy, par exemple, nous qu'on utilise, c'est qu'en fait, une fois que vous avez fait une première AIPD qui va vous demander plus de temps, parce qu'il faut rentrer toutes vos mesures à la fois de sécurité et juridique dans le logiciel pour toutes les avoir. Si vous avez une deuxième AIPD à faire, ça prend moins de temps parce que les mesures sont déjà rentrées et vous êtes familiarisé avec le process à suivre. Donc, c'est vraiment la première AIPD qui prend du temps. Et après, ça permet d'être beaucoup plus rapide sur les secondes si vous en avez à faire. Donc, voilà, juste une précision sur le fait de l'utilité de pouvoir utiliser vraiment un support logiciel comme Adéquacy pour le faire. Merci beaucoup. Merci à tous. Alors, je rapproche mon micro parce qu'entre-temps, on m'a dit qu'on m'entendait mal. Alors, j'espère qu'on m'entend mieux. Oui, bon. Écoutez, merci. Je pense qu'on a fait le tour des questions. On a dépassé de 7 minutes, mais c'est de votre faute. Vous nous avez posé les questions. Merci beaucoup à tous pour votre attention. On espère que ça vous a intéressé. Les slides vont être mis à disposition, évidemment. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas. Si vous avez d'autres questions, ce sera avec plaisir qu'ils vous y répondront. Voilà. Merci. À bientôt. Au revoir.